RTI 1, l'actualité le 23h. Bienvenue, bonsoir à tous. C'est une place à Jean-Paul II qui a refusé du monde ce samedi 6 juillet. Au moment de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, les producteurs de café cacao se sont donné rendez-vous dans la capitale politique pour dire merci et apporter leur soutien au président de la République. Soutien matérialisé par le paiement de la caution de 50 millions de francs CFA du président dont il souhaite la candidature en 2025. La 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tient à Montréal au Canada. Le président de l'Assemblée nationale a effectué le déplacement. Le bureau de l'APF a analysé les situations de conflits politiques dans plusieurs pays du monde, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Adama Bictogo plaide pour le dialogue. Et puis les ministres des Affaires étrangères des États membres de la CEDEAO vont converger à Abuja pour la 92e session ordinaire du Conseil des ministres, une plateforme pour l'examen des programmes de la CEDEAO et l'examen des principales questions régionales. Des travaux qui ont lieu en prélude au sommet des chefs d'État qui se tiendra demain dimanche à Abuja. Bienvenue à vous tous. On démarre tout de suite avec ce télégramme émanant de la présidence de la République adressé à M. Keir Starmer, Premier ministre de Grande-Bretagne. Monsieur le Premier ministre, votre brillante accession au poste de Premier ministre au terme des élections législatives qui se sont déroulées en Grande-Bretagne le 4 juillet 2024 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre nos vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement et à la diversification des liens historiques d'amitié et de fructueuses coopérations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne pour le bonheur de nos peuples respectifs. Haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je le disais en titre, les réformes et différents ajustements relatifs au secteur café-cacao n'ont pas laissé indifférents les producteurs. À Yamoussoukro, tous se sont donné rendez-vous pour un hommage appuyé au chef de l'État, Alassane Ouattara. Hommage traduit par une prise d'engagement public en présence du chef du gouvernement. Franck Kouadio. Yamoussoukro, le monde paysan investit la place Jean-Paul II pour un hommage appuyé au président de la République, reconnaissant des actions et réformes en faveur de la production cacaoyère et café, et cela a raison selon leur porte-parole. De mémoire de témoin de notre histoire contemporaine, le président Alassane Ouattara est le seul qui a pris l'engagement, malgré le contexte économique mondial difficile, d'acheter le kilogramme de cacao à 1500 francs. Heureux et fiers, les producteurs de café cacao reconnaissent les efforts du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a cessé sans cesse de consentir à leur endroit depuis son accession à la magistrature suprême, afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Par conséquent, nous les producteurs de café cacao sollicitons son Excellence M. Alassane Ouattara d'être notre candidat pour l'élection présidentielle 2025. La filière café-cacao, aux côtés du président Alassane Ouattara, se l'est matérialisée par un chèque de 50 millions en guise de soutien pour la prochaine campagne électorale. Une interprofessionnalisation forte de la filière, la hausse du différentiel de ramassage et une couverture nationale en assurance, les producteurs ont aussi formulé des requêtes. L'embellie de la filière est aussi notée par le président du Conseil Café-Cacao, Yves Koné Brahima, relève la bonne marche de la réforme et de la garantie des prix bord-champ, ainsi que l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, sans oublier le recensement des producteurs et leur identification. Autant de retombées dues aux efforts du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. La vision du chef de l'État que nous nous efforçons de mettre en œuvre sous son leadership nous donne de grandes espérances pour l'avenir. Il nous revient de suivre avec foi et détermination le chemin que le président de la République nous a tracé pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous.
Les différents élans et témoignages de reconnaissance sont renforcés par l'autorité de tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, salue la mobilisation de ces paysans, mais surtout relève les initiatives gouvernementales pour la valorisation de leur corporation. Notre chef, le président Alassane Ouattara, s'est engagé à redonner aux acteurs du monde du café et du cacao, tout particulièrement aux producteurs, leur dignité, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur labeur. Oui, braves producteurs, c'est la toute première fois, de mémoire d'Ivoirien, que le prix borchant du cacao est fixé à 1500 francs le kilogramme, surtout pour une campagne intermédiaire. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour un petit producteur qui a en moyenne 3 à 4 hectares, pour un rendement moyen de 500 kg par hectare, ce dernier se retrouve avec un revenu moyen de 3 millions de francs CFA, soit un revenu mensuel de 250 000 francs, largement au-dessus du SMIC. Et ça, c'est du Alassane Ouattara. Pour l'envoyé du chef de l'État, le président de séance, Robert Begré-Mambi, Premier ministre, l'intervention est succincte. Un maître mot au monde paysan. Merci. Je voudrais vous dire merci d'avoir demandé au président Alassane d'être notre candidat, votre candidat aux prochaines élections présidentielles. Je voudrais vous remercier d'avoir payé sa caution de 50 millions avec le chèque qui est tout prêt et que nous allons encaisser pour payer sa caution. Je voudrais vous rassurer, vous avez demandé 4 choses au président Alassane Ouattara et croyez-nous, il va les examiner très profondément avec beaucoup de détermination et le moment venu, les réponses vous seront données. Je puis vous l'assurer. Je voudrais, mes frères et sœurs réunis ici aujourd'hui, dire que nous sommes heureux d'être avec vous. À Jean-Paul II, l'engagement est donc pris. Les agriculteurs et producteurs de café-cacao sont décidés à accompagner par monts et vallées les initiatives du président Alassane Ouattara. Et sur place, notre reporter Abdoulaye Koné a donné la parole aux producteurs, représentants de coopératives agricoles et chefs traditionnels qui n'ont pas manqué de saluer les actions du président Alassane Ouattara en leur faveur. Regardons. Des drapeaux qui papillonnent, le caractère festif du moment dans un folklore bien de chez nous rappelle un événement particulier. C'est à Yamoussoukro que les 4 points cardinaux du monde agricole ivoirien ont décidé de se réunir pour démontrer leur satisfaction au chef de l'État. Nous sommes venus massivement aujourd'hui à Yamoussoukro pour pouvoir participer à cette fête et lui dire merci tous les jours qui ne nous oublient pas. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Il nous a gratifié en donnant le prix du cacao à 1500 francs. Vraiment, ça nous fait un baume au cœur. Voilà pourquoi nous sommes déplacés comme un seul homme depuis le Guémont avec une délégation de près de 450 personnes. Pendant la campagne intermédiaire, il nous a donné 500 francs de plus, ce qui n'était pas évident compte tenu du contexte. Donc nous sommes venus dire merci. Nous sommes vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour le monde rural et en particulier pour les producteurs café cacao de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de notre travail que nous faisons et qui est accompagné par le président de la République. Nous lui disons merci pour le prix du cacao qu'il a donné à 1500 et que nous voulons lui dire d'aller plus au-delà de ça. Et avec le café, quand on parle de la labellisation, il y a un plus-value. Un balai de remerciements auquel ne chapeent pas les chefs traditionnels. La reconnaissance en pays où est une vertu. Alors si nos parents planteurs ils sont contents des actes que pose le président de la République, alors nous sommes normalement bien placés pour les accompagner à cette cérémonie d'hommage. Nous sommes là en tant que garants, en tant que propriétaires terriens, accompagnant nos frères du centre qui ont délocalisé chez nous, qui sont planteurs. Et aussi nos parents qui sont planteurs, qui ont décidé de rendre un hommage au chef de l'État. Tous les planteurs
tous les chefs des campements, et d'ailleurs c'est eux qui font le travail, les chefs des campements, les chefs de village se sont mobilisés pour venir lui dire merci. Et Yamoussoukro, terre d'Oufouette-Boigny, aura réussi le grand pari de la mobilisation. La Côte d'Ivoire reste de loin le premier producteur mondial de cacao, représentant près de 45% de la production mondiale. Sa production de café, bien que plus modeste, est également importante à l'échelle africaine. On reste dans le monde agricole et la culture du cacao. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, a validé dans la ville d'Adiaké les travaux du projet PROMIR, promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Adjadji a les détails. 8 villages des régions de l'Anyébi-Tiassa et du Sud Comoé auront désormais leur plan de développement locaux, PDL, du projet PROMIR, promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Les PDL provisoires viennent d'être validés et restitués par les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et les autorités locales. Nous espérons qu'à travers ce village, d'autres localités emboîteront donc le pas et que les résultats que nous recherchons à travers cet important projet, nous puissions obtenir ces résultats-là à partir de l'acte que nous venons de poser dans ce village important de la sous-préfecture d'Adiaké. Ce projet appuiera la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Une chose est de disposer d'un document de planification, mais l'autre chose, c'est de mettre ce plan de développement en œuvre. Nous sommes conscients de cela et il va falloir impérativement former les populations en matière de promotion de ce document, en matière de recherche de financement et en matière de suivi et évaluation. Le projet PROMIR couvrira au total 30 villages et cible 3650 hectares de systèmes agroforestiers à réhabiliter et 1500 hectares de restauration forestière. Posons nos valises à Abuja au Nigeria. Les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO ont analysé la situation économique, politique et sécuritaire de la sous-région. Ces travaux se sont tenus en prélude au sommet des chefs d'État qui se tiendra demain, dimanche, à Abuja. Mama Traoré. 48 heures d'échange et de réflexion sur les défis que connaît la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'il s'agisse de la mobilisation des ressources financières, la lutte contre le terrorisme, la résolution des crises sociopolitiques que connaissent certains pays membres, les ministres de la CEDEAO jugent avoir formulé des résolutions pertinentes. Les décisions envisagées ne seront connues qu'à l'issue de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de l'institution, qui se réunira ce dimanche à Abuja. La profondeur des analyses et l'esprit de partenariat dont vous avez fait montre au cours de cette session ont été exemplaires. Les résolutions que nous avons adoptées ici vont constituer le socle des discussions pour la 50e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Notre travail diligent au cours de ces 2 derniers jours va aider nos responsables à prendre des décisions avisées qui vont approfondir les intérêts de notre communauté. Woutabuna Ouattara, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a porté la voix de son pays à cette 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Concernant les questions humanitaires, le Conseil a invité toutes les structures et notamment les partenaires techniques et financiers à l'effet de nous accompagner quant à l'appui que nous allons apporter aux populations, aussi bien des pays côtiers que des pays sahéliens. Le Conseil a donné instruction au président de la Commission à l'effet de lever toutes les barrières afin de permettre justement à nos braves populations, notamment aux femmes et aux jeunes filles, de pouvoir bénéficier de tous les programmes que la communauté met à leur disposition. Nous avons considéré que c'est cela, le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Ce dimanche, c'est le vice-président de la République, Tiemokomé Ilekone, qui représentera le président Alassane Ouattara
à la 65e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tient à Montréal, au Canada. Le président de l'Assemblée nationale a effectué le déplacement. Le bureau de l'APF a analysé les situations de conflits politiques dans plusieurs pays du monde, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Adama Bictogo plaide pour le dialogue. Michel Digré. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est en conclave. La question du retour des parlements des pays membres de l'Alliance des États du Sahel au sein des instances de l'APF est sur la table des discussions. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, fait une proposition. Mettre en place une délégation de haut niveau, composée que de présidents de parlement de l'APF, en particulier de, je dirais, beaucoup plus ceux de la sous-région, à l'effet de repartir vers ces pays, vers ces parlements, pour tenter une fois de plus, parce que la négociation, la diplomatie parlementaire ne peut pas s'arrêter, elle ne doit pas s'arrêter. C'est vrai, par principe, nous ne les acceptons pas à l'APF, mais la porte doit demeurer ouverte. Un point de vue partagé par le président de la commission politique de l'APF. C'est l'ADN de notre institution d'avoir toujours un dialogue, d'avoir des contacts à haut niveau et surtout que les présidents d'Assemblée nationale de toute la sous-région puissent s'impliquer personnellement dans cette œuvre de dialogue si importante avec les pays qui ont subi une rupture de l'ordre constitutionnel. Et j'ai manifesté mon soutien à cette initiative du président Bictogo. Le sujet est également abordé au cours de la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Adama Bictogo a pris l'initiative de continuer à consulter. Il va prendre des contacts avec les présidents du Parlement de la sous-région et bientôt on pourra se retrouver à un lieu convenu. La diplomatie parlementaire va compléter la diplomatie classique traditionnelle pour que tous reviennent en ordre et que notre sous-région puisse pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. Cette première journée de travail a pris fin par une audience accordée au vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour moi qui aujourd'hui est fortement pressenti par eux pour faire de moi le prochain président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il était normal que je vienne vers lui d'abord pour le remercier pour ce soutien. On n'accède pas à ces fonctions si on n'est pas pressenti. On n'accède pas à ces fonctions si on n'est pas adoubé. L'élection du nouveau président de l'APF se fera ce lundi. On reste au Canada. En marge de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie, il y a eu la réunion du réseau des femmes parlementaires. La Côte d'Ivoire souhaite l'accélération de l'équité et de l'équilibre du genre. Le message porté par la présidente du Sénat, Kandia Camara, Kader Sogodogo. 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Camara, est présente à Montréal, au Canada. Place à la réunion des réseaux en prélude à l'ouverture officielle. Celui des femmes parlementaires se veut le cadre idéal pour aborder toutes les questions liées à l'émancipation des femmes, leur sécurité, leur autonomisation et débarrasser de toutes sortes de discriminations. Pour sa première participation, la présidente du Sénat ivoirien a su plaider pour l'équité et l'équilibre du genre à tous les niveaux. J'avoue que nous-mêmes, au niveau africain, nous avons des préoccupations. Déjà, au niveau de la représentation des femmes. Ça, c'est un problème que nous devons prendre à bras le corps au niveau africain et puis remonter le problème au niveau du réseau pour que ce soit remonté plus haut au niveau du bureau de l'APF. Parce que les femmes ont un rôle très important à jouer. Aujourd'hui, la dimension genre est devenue une exigence partout. Donc, au niveau de l'APF, cela doit être pris en compte. Depuis son arrivée à Montréal, Kandia Kamisoko Camara multiplie les audiences. Le monde parlementaire se réjouit de voir une femme à la tête d'une chambre. La Côte d'Ivoire montre ainsi la voie à suivre avec l'accès des femmes au pouvoir de décision.
Retour en Côte d'Ivoire et ce changement à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire à l'issue de son assemblée générale élective ce vendredi à Yamoussoukro. Le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, est élu à la tête de l'UVICOSI pour 5 ans. Charles Tatou. Travaux de l'Assemblée générale élective de l'UVICOSI. 2 temps forts ont meublé les retrouvailles des maires de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. D'abord, la décoration de 4 anciens maires totalisant 2 mandats. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé d'honorer des anciens maires qui se sont véritablement mis au service de la collectivité à travers des décorations. Ensuite et surtout, la campagne pour le vote quant à la succession à la tête de l'UVICOSI. Vote avec 2 candidats en liste. Le ministre des Transports Amadou Koné, maire de Bouaké, et Assalé Tiemoko, député-maire d'Etiassalé. Élu à la tête de l'UVICOSI à l'issue de ce vote, avec 152 voix contre 24 pour son concurrent, les acteurs de campagne d'Amadou Koné, ivres de joie. On n'a pas dormi, c'est pas assez facile. On dit merci à tous les mêmes parce qu'ils ont compris la décision du parti. Le nouveau président de l'UVICOSI promet une mission irréprochable. Un mot de gratitude au président de la République, donc le président Alassane Ouattara. Avec le résultat que nous obtenons aujourd'hui, c'est montrer que vraiment l'action du président à la tête de l'État est une action qui est saluée. Parce que si je suis élu aujourd'hui, c'est d'abord à cause du bilan du président. Un bilan qui est ressenti jusqu'au niveau de nos communes. Amadou Koné est élu pour un mandat de 5 ans. Il succède au maire d'Atiokoubé à la tête de cette institution âgée de 41 ans. Autre volet de l'actualité, après la pose de la première pierre de la nouvelle cité universitaire de l'INPHB de Yamoussoukro et du laboratoire, le ministre Adama Diawara a procédé à la pose de la première pierre de la reconstruction de l'antenne de l'INPHB d'Abidjan-Cocody-Danga de 2562 étudiants. La nouvelle antenne va permettre d'accueillir 4500 apprenants. Davis Oyo. Ces bâtiments de l'antenne de l'INPHB d'Abidjan-Cocody-Danga, dont certains sont sortis de terre depuis les années 1960, sont désormais un vieux souvenir. Ils vont laisser place à un nouvel édifice plus moderne avec une capacité d'accueil de 4500 étudiants. Présenté en type R+3, le nouveau bâtiment multifonctionnel comprendra, entre autres, un amphithéâtre de 500 places, 2 restaurants, une résidence de 15 chambres et un espace de parking. Ce jour, les acteurs du secteur formation, éducation, recherche scientifique et innovation posent la première pierre et lancent les travaux. L'INPHB, c'est un établissement d'excellence. Cette reconstruction, c'est donc de redonner une très belle image à notre établissement, mais surtout de prolonger cette image depuis la capitale économique, le lieu d'accueil en fait de tous nos visiteurs. Partenaire du gouvernement, l'AFD, l'Agence française de développement, débloque une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. L'Agence française de développement est fière de contribuer à la rénovation et au renforcement des capacités du système d'enseignement supérieur et de recherche. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la réalisation de ces travaux s'inscrit dans la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Nous avons ici un peu plus de 2500 auditeurs. Alors, avec cette reconstruction du site de Danga, nous allons monter en puissance pour atteindre une capacité d'accueil pédagogique de 4500 auditeurs. Ce qui fait que les 2 sites de Yamoussoukro et d'Abidjan, les 2 réunis vont nous permettre d'accueillir jusqu'à 8700 auditeurs. Les travaux de reconstruction de l'antenne de l'INPHB d'Abidjan-Cocody-Danga seront livrés dans 24 mois. On s'arrête à présent sur cette rencontre bilan et perspective du Fonds de développement et de la formation professionnelle, le FDFP, qui a invité les journalistes dans la cité balnéaire à Grand-Bassam. Les précisions de Jean-Marc Djadji. En 2023, 14 262 entreprises ont bénéficié de plans de formation agréés au profit de 290 583 salariés. 206 projets de formation pour 28 853 bénéficiaires
et 12 projets d'études ont été agréés. 5000 jeunes ont acquis des compétences dans les métiers liés au sport dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici, entre autres, les prestations aux usagers comptant pour le bilan du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Et je pense que des réponses importantes ont été apportées au niveau des cabinets de formation. Je pense que tous les équivoques ont été levés au niveau des personnes formées, des entreprises. Dans sa mission d'améliorer les performances économiques des entreprises, des défis sont à relever pour le FDFP. Aujourd'hui, nous disposons d'une politique qualité. Aujourd'hui, nous disposons d'une charte d'éthique et de déontologie. Et la certification ISO 9001 version 2015 est en cours de finalisation. D'ici la fin de l'année, nous aurons cette certification. Donc, c'est autant d'instruments qui permettent justement d'augurer de la transparence, de démontrer donc la transparence de nos approches. Créé en 1991, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, a pour mission de financer, contrôler et évaluer les plans et projets de formation des entreprises en Côte d'Ivoire. Et ce chiffre dans cette édition, plus de 70% des ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux ressentent les effets positifs des transferts monétaires trimestriels octroyés. C'est le résultat d'une étude de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. La ministre Miss Belmondo Dogo s'est félicitée des acquis du programme. Michel Mambo-Sogodogo. Conçu pour extirper les ménages les plus vulnérables de l'extrême pauvreté, le programme des filets sociaux productifs semble bien réussir sa mission. Grâce à ce projet, de 2017 à 2024, 402 000 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels d'un montant cumulé de 120,5 milliards de francs CFA. Selon les résultats de la première étude d'évaluation d'impact, plus de 70% des ménages enquêtés ressentent les effets positifs des transferts monétaires sur leur quotidien. Motif donc de satisfaction pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le premier objectif, c'est d'amener le ménage à se prendre en charge. La deuxième année, oui, on peut se projeter pour une activité génératrice de revenus. Le constat que nous avons fait est qu'avec l'accompagnement des agents communautaires, 6 mois après, le ménage réfléchit à une activité génératrice de revenus. Mais en majorité, les ménages, pendant qu'ils sont dans le programme, font l'activité génératrice de revenus. Et c'est bon pour eux, c'est bon pour nous, parce que ça nous rassure qu'avec 36 000, on peut faire quelque chose. Des résultats satisfaisants. Toutefois, Miss Belmondo Dogo se projette vers les prochains challenges à relever et appelle à l'implication de tous, non seulement pour vulgariser les filets socioproductifs, mais aussi pour renforcer le dispositif. Il y a certainement pour la période à venir d'importants défis qui seront adressés et je sais pouvoir compter avec la collaboration de tous afin qu'ensemble, nous renforcions les impacts de cette opération d'envergure nationale qu'est le programme des filets sociaux. À ce jour, le programme filets sociaux productifs couvre 3671 villages et 108 communes et chefs-lieux de département à travers la Côte d'Ivoire. Dans la région du Hambol, les cadres du RHDP se mobilisent pour effectuer des tournées de sensibilisation dans les localités de la région en vue de la victoire du RHDP à la présidentielle de 2025. C'est ce que nous apprend Charles Tatou. Rencontre pour mettre en mission tous les maires, députés et conseillers régionaux militants du RHDP. Les missionnaires du RHDP mèneront des actions de sensibilisation dans les grandes localités en vue de la victoire de leur parti à la prochaine présidentielle de 2025. On veut vraiment aller avec tous les cadres, faire le rassemblement, comme le nom de notre parti l'indique. Chez nous, au RHDP, la femme a une place capitale. Et celles du Hambol, elles ne peuvent pas rester en marge. Pour le coordonnateur régional associé du RHDP du Hambol, le récent séminaire répondait à un souci. Là où à Katola, il y a eu un taux de participation de 40%, il faut qu'à la présidentielle, le taux de participation soit de 80%. Là où à Dabakala, il y a eu, pendant la région, il y a eu un taux de participation de 51%,
il faut qu'à la présidentielle, le taux de participation soit de 80-90%. Voilà pourquoi nous avons appelé les responsables pour leur dire attention, nous sommes un bastion imprenable, mais on peut aller plus loin que les 92 028 voix qu'on a données au président Ouattara en 2020. Une visite guidée des chantiers de construction du nouveau château d'eau et du nouveau centre hospitalier régional a ponctué la rencontre. Visite pour permettre à certains cadres de la région de percevoir les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur du handball. Et puis en culture, le monde de la littérature s'enrichit d'une nouvelle œuvre, Une étoile dans l'ombre de la vie. Un autre regard a été dédicacé mercredi dernier ici à Abidjan. Le roman de Kwasi Kofi-Mathurin, actuel vice-président de la MUJEFSI, aborde les questions de résilience et d'abnégation. Naomi Mokla, Amidi Rasoba. Encourager ses lecteurs à faire preuve d'abnégation et de résilience, c'est l'objectif que se fixe Kwasi Kofi-Mathurin à travers son œuvre Une étoile dans l'ombre de la vie, un autre regard. Publié par GAD Éditions, son roman de 84 pages scindé en 7 chapitres raconte la vie d'un homme confronté aux réalités quotidiennes. De retour dans sa Côte d'Ivoire natale, l'oncle Anoazé, ancien combattant, prend sous son aile Agoua, son neveu orphelin, qui l'initie à la vie citadine. À peine devenu père, le jeune Agoua doit quitter sa femme pour courir au chevet de son oncle désireux de lui communiquer ses dernières volontés. Une étoile dans l'ombre de la vie, un autre regard est la première œuvre de Kwasi Kofi-Mathurin. L'auteur entend amener le lecteur à s'identifier au message véhiculé. Nous avons un parcours de vie souvent jonché de difficultés de tout genre. Mais sans baisser les bras, nous pouvons les vaincre et avancer car chacun de nous a son étoile. Je souhaite que chaque lecteur se fasse une idée personnelle de l'œuvre du débutant que je suis dans l'art de l'écriture. Kwasi Kofi-Mathurin est enseignant de formation, membre fondateur du syndicat national des enseignants des centres de formation professionnelle et l'actuel vice-président de la MUJEFSI. Un mot de sport à présent, le Brésil participera à la première édition de la Coupe du Monde de Maracana 2024 prévue en Côte d'Ivoire du 15 septembre au 7 octobre 2024. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par les autorités sportives brésiliennes à Bleu Charlemagne. Mission donc réussie pour le président de la Fédération internationale de Maracana qui achève ainsi une semaine de travail au Brésil. Et puis dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en France, le second tour des législatives a débuté ce samedi 6 juillet avec l'ouverture des premiers bureaux de vote à 8h en métropole, à Saint-Pierre et Miquelon. C'est ce qu'a indiqué la préfecture dans l'unique circonscription de cette collectivité d'outre-mer en Atlantique Nord. Les électeurs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et ceux vivant sur le continent américain votent aussi samedi. Pour la plupart des électeurs, ceux établis en métropole, le scrutin commencera demain dimanche à 8h pour une élection aux enjeux historiques. Très bienvenue à toutes et à tous. C'est donc la fin de ce 23h. Dieu nous garde. Bonsoir.